gratuité de l'enseignement de base, pour quel but et résultat? Est-ce que toutes les conditions sont réunies pour sa réussite? Quel avenir pour ce programme? Toutes ces questions seront développées durant notre entretien avec M. Toumba Nzouzi, secrétaire général de la Fédération nationale des enseignants et éducateurs sociaux du Congo. Oh, bonsoir, M. Nzouji. Bonsoir, Marie-Josée. C'est pour nous un honneur de vous recevoir dans notre plateau de Vainqueur Télévision. Merci. Avec vous, nous allons nous entretenir autour de la gratuité de l'enseignement de base. Et la première des questions, c'est de savoir aussi cette gratuité, à quel but et pour quel résultat. La gratuité fait partie de charges qui reviennent au gouvernement. On sait que sans l'éducation et l'éducation de qualité, le pays ne peut pas être considéré et on va trouver toute la population en train d'opérer des déplacements, les migrations et ça sera fini. Or, l'éducation, c'est la source du bonheur. Quand les enfants sont à l'école, une fois ils grandissent, ils deviennent utiles pour eux-mêmes et utiles pour la société. Raison pour laquelle il revient à l'État de garantir ce droit-là, le droit à l'éducation. Et l'éducation, donc, c'est en fait bon pour les enfants, bon pour les parents, bon pour le gouvernement, bon pour le pays. C'est pour cela que nous sommes tous, aux sociétés civiles ainsi que toutes les populations au niveau national et international, en train de défendre l'éducation et que ce soit un droit vraiment garanti par le gouvernement. Est-ce que cette gratuité, est-ce que toutes les conditions sont déjà réunies pour cette gratuité? Eh bien, pour que tous les enfants soient à l'école, il faut la gratuité. Parce que l'objectif n'est pas la gratuité en soi, l'objectif c'est que tous les enfants apprennent à lire, à écrire et à calculer. Maintenant, pour qu'ils y arrivent, il faut des infrastructures, il faut des enseignants de qualité. Alors, les conditions ne peuvent être réunies que par le gouvernement. C'est le gouvernement qui doit préparer à ce qu'il y ait la gratuité. Nous avons passé plus de 27 ans à prendre en charge le système éducatif, non seulement les enseignants, les bureaux gestionnaires, les nouvelles constructions anciennes, les réparations. Tout, c'était les parents qui prenaient en charge. Or, c'est le devoir de l'État. Si aujourd'hui, on déplace ce devoir là-bas qui était réalisé par les parents, on le déplace vers le gouvernement, c'est ce que nous appelons justement la gratuité. C'est une bonne chose. Ainsi, on aura à faire des économies à la maison, tous les enfants peuvent être à l'école. Voilà. Donc, les conditions doivent être réunies et on connaît qui doit faire à ce que les conditions soient réunies. Nous sommes en train de soutenir les gouvernements, l'État congolais, pour qu'il arrive à réunir toutes les conditions nécessaires, de telle sorte que tous les enfants puissent bénéficier de l'éducation de qualité. Mais M. Nzouzi, aujourd'hui, avec cette gratuité, apparemment, ça pose un petit souci. Déjà, quand dans une salle de classe de 50 élèves, plutôt, on retrouve déjà 100 élèves. Comment vous trouvez cela? Bon, la réglementation dans notre pays prévoit une cinquantaine d'élèves par salle de classe. Quand on est au-delà, c'est que c'est un problème. Il y a un problème de qualité qui va se poser. Mais nous croyons encore à notre gouvernement. Le fait que le gouvernement consentit à des sacrifices jamais connus depuis la prise en charge de l'éducation par les parents. On a eu à tenir des réunions où on a signé des protocoles d'accord pour accorder 5 000 francs aux enseignants, 10 000 francs. Mais ici, le chiffre est quand même pas convenable, mais c'est quand même beaucoup par rapport au budget de notre pays. Alors, nous pensons que le gouvernement, de la même manière qu'il est en train de penser à mettre à l'aise les enseignants avec ce premier palier qui est en application depuis le mois de septembre, le deuxième palier, le troisième palier que nous attendons pour le mois prochain, nous pensons qu'il fera autant le gouvernement pour que
l'on arrive à avoir suffisamment de salles de classe pour tous les enfants de la RDC. En dehors du gouvernement, il y a aussi ses partenaires techniques et financiers. Nous avons le partenariat mondial de l'éducation qui est en train de construire les écoles. La Banque mondiale a prévu d'allouer un énorme montant au pays. Ils ont prévu, mais sur terrain, c'est pas ce qui se passe. On voit nos enfants qui partent à l'école, se disent, mais bon, voilà, maman, je suis dans une salle de classe où je n'arrive même pas à bien respirer. Bon, écoutez, nous voulons faire... Est-ce que c'est parce qu'on parle de la gratuité de l'enseignement et qu'on doit envoyer tous nos enfants à l'école au même moment? Bon, écoutez, nous sommes en train d'opérer un changement. Le changement, quand il arrive, au début, c'est du vinaigre. Au milieu, c'est du sel, et puis ça va finir par devenir du sucre. Ce que nous étions en train de chercher, nous, les syndicats d'enseignants, les ONG, ainsi que tous les parents, était que le gouvernement puisse prendre convenablement en charge les enseignants. Sinon, on va retourner à la case de départ des années 1990-1992, où on devait réunir les parents pour leur demander d'accepter de prendre en charge les enseignants. Mais tant que le gouvernement montre quand même la bonne foi, nous pensons qu'il n'y a pas lieu de se lamenter. Il y a lieu de montrer tout ce que nous pouvons faire de manière à l'accompagner dans cette mesure qui vise à soulager tant soit peu les ménages. Espérons peut-être que l'année prochaine, les choses vont changer. Nous voulons que ça change dès cette année. L'année prochaine, c'est encore loin. Parce que déjà, on n'a pas de salle de classe jusque-là. Je vous assure, Marie-Josée, nous sommes de ceux-là qui ont encore foi que les choses vont se réaliser. Et comme il y a cette bonne volonté, nous ne voulons pas en abuser. Donc les enseignants sont là. Il y a quand même des soucis, des soucis petits ou grands, mais nous sommes là pour nous mettre ensemble parce que la gestion du système éducatif est partenariale. C'est-à-dire que le gouvernement, autant que la société civile, donc les enseignants y compris, nous avons un mot à dire pour la marche de notre système éducatif. Dans le temps, ce n'était pas le cas et maintenant, on sent que malgré certains couacs, ça semble aller. Nous avons foi que ça ira. Mais est-ce que par rapport à la suppression de certains frais à payer pour des tests et autres formalités, cela ne mettrait pas en cause le bon fonctionnement des écoles? Bon, écoutez, tout ce qu'un parent normal, je dis bien, va vouloir que ça puisse se réaliser, c'est qu'il ne débourse rien pour l'éducation de son enfant. Maintenant, quand le gouvernement dit que, écoutez, moi je vais donner autant pour supprimer les Minerval, pour supprimer la police d'assurance scolaire, pour supprimer les bulletins scolaires, les frais en rapport avec les bulletins scolaires, pour supprimer les frais de CERNI, les TENAFEP, les TENASO-SP, tout ça, ça va être supprimé. Pour supprimer la prime donnée aux enseignants. Eh bien, tout ce que nous pouvons, c'est attendre, voir comment il est en train de réaliser. Déjà avec le premier pas, on devait donner le complément des salaires. Donc l'ajout qu'on avait proposé, ça devait entrer en vigueur à partir du mois d'octobre, compte tenu du caractère trimestriel de la programmation des salaires. Mais maintenant, là, on dit, on le fait avec le mois de septembre. C'est qu'il y a quand même quelque part la bonne foi, hein, Madame Marie-Josée. Il y a la bonne foi. Nous ne devons pas aller dans le sens de ne pas reconnaître. Nous, tout ce que nous voulons est que les choses aillent de mieux en mieux et que le troisième palier soit atteint dès le mois prochain. Comme ça, il y aura à manger autant chez les députés que chez les huissiers. Vous savez, sinon tout le monde cherche à devenir député dans ce pays. Tout le monde cherche à devenir pasteur. Tout le monde cherche à devenir joueur, musicien. Il faudrait que tout le monde accepte aussi de devenir enseignant. Tout le monde accepte aussi de devenir... de jouer un rôle aussi important dans la société pour que notre complémentarité puisse jouer sur le développement de notre pays. Au cas où le gouvernement ne serait pas en mesure d'assurer la prise en charge, quelle serait la suite? D'abord, je m'inscris en faux
parce que c'est l'idée qui est en train de circuler dans les réseaux sociaux en disant que c'est impossible que le gouvernement arrive à prendre convenablement les enseignants en charge, donc tous les systèmes éducatifs en charge. C'est pas possible parce que quand on calcule avec 2 milliards 600 millions, ça faisait pratiquement 50% de tous les budgets au niveau national. Et maintenant qu'on est passé à 7 milliards et d'ici là un peu plus, on va atteindre, parce que dans ce pays ici, on a eu à allouer 30% du budget national au secteur de l'éducation. Mais aujourd'hui, on est en train d'allouer moins de 10%. Déjà, l'argent qu'on a donné là-bas, ce n'est pas l'argent de la Banque mondiale. Ce n'est pas l'argent d'un partenaire quelconque, ce n'est pas les États-Unis. C'est l'argent de ces pays ici qui sert à passer à ce rajout qu'on a effectué là. Donc, il y a lieu d'espérer, avec tout ce qu'on va faire, les budgets alloués à l'éducation, si c'est 20%, ça fera exactement le montant qu'on a proposé là, de 2 milliards 600 millions, eh bien, tout ira pour le mieux. Si le gouvernement n'arrive pas à faire, à s'acquitter de son devoir, eh bien, nous sommes société civile. Nous ne sommes pas gouvernement, nous. Moi, je suis syndicaliste. Nous allons reprendre le chemin des marches, nous allons reprendre le chemin de la grève, nous allons reprendre le chemin de faire en sorte que l'État puisse revenir. C'est d'ailleurs ça notre devoir. C'est d'ailleurs ça notre devoir. L'État promet, et dans la réalisation, nous le suivons pour qu'il le réalise. Monsieur Augustin, vous soutenez la gratuité de l'enseignement, et comment alors rassurer aux Congolais concernant cette nouvelle mesure en application? Eh bien, tous les Congolais, comme moi, bien sûr, nous devons avoir foi dans ce qui se passe dans notre pays. Parce que ce que l'on croyait impossible est devenu possible aujourd'hui. Nous savons qu'il y a un peu des petites difficultés qui seront résorbées, je crois, au niveau du 2e palier et du 3e palier, mais nous devons soutenir la gratuité. La gratuité, c'est bon, je l'avais dit, pour le pays. La gratuité, c'est bon pour les parents. Ainsi, les parents ne manqueront pas à nourrir convenablement leurs enfants pour qu'ils aillent justement apprendre des choses qui les rendront utiles non seulement à eux-mêmes, utiles aussi pour la société. Nous voulons mettre fin à cet Ebola qui a longtemps gangréné notre système éducatif. Et puis, comme vous ne le savez pas, avec la prise en charge du système éducatif, les enseignants ne se retrouvaient pas, ni même pas le système éducatif. Parce que dans certaines écoles, 80%, s'il vous plaît, de tout ce que les parents payaient n'allait pas dans les activités de l'école. Ça allait ailleurs. Donc les parents pouvaient payer seulement 20% de tout ce qu'ils étaient en train de payer. Dans une école où on payait $500, on pouvait seulement payer $100 et puis c'est fini. Ça devait régler la question. Maintenant là, on a un problème, c'est lequel? C'est que celui qui est un peu normal et pertinent, c'est celui-là des écoles où la prime payée par les parents était au-dessus de ce que l'État propose. Parce que ce qui est bien dans ça, c'est que l'État reprend ses responsabilités. Donc, tout cela qui avait au-dessus, nous ne pouvons que nous rabattre sur le gouvernement et pas sur les parents. Deuxième problème, c'est que dans l'organisation de notre système éducatif, il y a l'État a conclu un contrat, donc une convention avec les privés, donc les églises, pour dire, vous me gérez un certain nombre d'écoles. Maintenant, quand vous avez 40 écoles, vous devenez gestionnaire direct. Quand vous avez moins d'écoles, vous devenez gestionnaire indirect. Alors, toutes ces écoles ont fait tout pour avoir le nombre minimum pour pouvoir gérer eux-mêmes ces écoles. Alors, ils sont allés eux aussi chez les privés. Or, le privé, quand l'État paye l'école, les élèves payent le propriétaire de l'école. Maintenant qu'on dit au propriétaire de ne pas recevoir un seul rond, vous comprenez un peu ce qui se passe. Donc ça, c'est le deuxième problème. Et le troisième problème, c'est celui-là dont j'ai parlé, ceux-là qui prenaient $500 000 pour l'école, donc ils avaient à gérer $50 000 à peu près par mois pour rien, pour des activités qui ne cadrent pas avec l'école. Donc voilà un peu les catégories des gens qui résistent. Donc de toutes ces catégories, il n'y a que les enseignants qui ont raison, qui peuvent revendiquer et que l'État
doit donner solution à leurs préoccupations. Donc c'est raison pour laquelle nous devons inviter l'État à aller directement au deuxième et au troisième palier pour terminer ces préoccupations. Est-ce que cette gratuité est-elle acceptable par tout le monde? Oui, justement, c'est ce que j'étais en train de dire. Tout le monde, tout parent normal accepte la gratuité. Le parent, oui, mais les enseignants, maintenant, non, parce qu'il y a des grèves déjà. Oui, c'est ce que je disais. La catégorie d'enseignants, il y en a qui ne sont pas suffisamment informés. Il y en a d'autres qui ont un problème avec les manques, ce qu'ils appellent les manques à gagner, c'est-à-dire la différence entre ce que l'État donne. Prenons l'exemple, un enseignant qui touchait déjà 500 $ comme prime, oui. Mais aujourd'hui, l'État... On lui donne un quart. Un quart. Oui, mais comment vous trouvez cela pendant qu'il doit payer le loyer, il a aussi ses enfants qui doivent étudier, écoutez, avec tout ça? Sur ce point-là, les syndicats sont divisés. Il y en a qui disent carrément, c'est l'État qui a pris en charge ses responsabilités, eh bien, tout le monde doit se conformer. Celui qui n'est pas d'accord, il va chez les privés. Ça, c'est une catégorie des syndicats qui disent. Mais nous sommes de ceux-là qui disent que l'État doit tout faire pour appliquer les autres paliers de manière à dissiper ces difficultés. Et aussi pour, tu sais, on parle de quoi? Des zones salariales. Parce qu'à Kinshasa, ce qu'on donne, ce n'est pas ce qu'on donne à l'intérieur. C'est ça aussi le problème. C'est que les enseignants de l'intérieur sont en train de gémir pour réclamer leurs droits parce qu'ils sont aussi enseignants que les enseignants de Kinshasa. Maintenant, à ce point-là, nous disons ceci, on n'a pas créé des zones salariales. Parce qu'en ce qui concerne les salaires, on a réparti équitablement, donc justement, chez tous les enseignants de la République. Mais il se pose seulement le problème au niveau des logements et de transport. Là, l'État est allé, même les augmentations, l'État a décidé de façon unilatérale. Donc on ne peut pas crucifier un syndicat pour dire, ce sont les syndicats qui étaient en réunion avec l'État pour dire, donnez beaucoup à Kinshasa parce que tous les syndicats ont des sièges à Kinshasa et ne donnez pas à Uvira, ne donnez pas à Mweka comme nous sommes on est en train de nous... Mais pourquoi pas, si par exemple, si un enseignant de Kinshasa touche 20 000 francs congolais, que c'est lui aussi de Nord qui puisse aussi... Oui, justement, au niveau du salaire, c'est ce qu'on a fait. Mais ce n'est pas ce qui se passe sur terrain, parce que tout le jour, il y a des enseignants qui revendiquent cela. Oui, ils revendiquent, c'est avec raison, parce que nous avons un seul employeur et il doit agir équitablement. Je dis ceci, il n'y a pas un problème en ce qui concerne les salaires. Pour les salaires, on a donné la même chose. Le problème se pose au niveau de logement et de transport. De même, le transport, on sait, quand vous habitez à moins de 3 km de votre lieu de travail, vous n'avez pas droit au transport. Quand vous êtes logé à Kinshasa, c'est différent de celui qui est logé à l'intérieur. Mais l'État, au lieu de faire une étude préalable, de promulguer une loi qui régit cela, l'État a préféré s'enfermer seul, sans aucun concours des experts qui sont dans les secteurs, et commencer à distribuer les chiffres comme si on était en train de distribuer il y a des grèves presque partout. Oui, bon, l'État doit penser à trouver des réponses adéquates. Donc ces enseignants ont raison aussi de revendiquer. Les enseignants ont raison de revendiquer, parce que ces injustices doivent être corrigées. Mais l'État promet quand même. L'État promet, il dit, au deuxième palier, on va supprimer toutes ces inégalités. C'est ça la réponse officielle de l'État. Et nous sommes là pour pousser l'État à mettre cela en application. Aujourd'hui même, si cela est possible, quand on va voter le budget, je pense que avec l'application en janvier, mais c'est encore loin, il faudra encore supporter 2 mois d'inégalité. Et déjà, c'est la fin de l'année où on voit des parents qui doivent s'en charger. C'est en fait un problème, c'est drôle. Merci beaucoup, M. Guistin. Oui, et il y a aussi une situation, c'est ce qui concerne le secondaire. Vous savez, la gratuité est totale au primaire. Au primaire, on a supprimé tout. Mais au secondaire, il y aura des frais que les parents vont payer. Pourquoi? Parce que l'État ne prend pas en charge les non payés. L'État ne prend pas en charge les frais de fonctionnement au secondaire. Alors, au lieu que les parents soient abandonnés à la merci des gestionnaires en fixant, et des chefs d'établissement en suivant la volonté des chefs d'établissement, c'est les gouverneurs des provinces qui vont fixer les frais. Alors, ça sera une proposition de la commission provinciale de l'enseignement primaire, secondaire et technique.
cette proposition va être donnée au gouverneur et le gouverneur va prendre l'arrêté. Cet arrêté va être envoyé au secrétaire général à l'EPSP dans la semaine qui suit par les prophètes et le secrétaire général va essayer d'analyser et donner ces améliorations. Donc, c'est pour dire qu'il y aura des non-payés qui seront pris en charge par les parents au niveau du secondaire. Les nouvelles unités, il y a des missions, au moment où nous parlons, des contrôles, qui sont déployés dans toute la République, dans toutes les 48 provinces éducationnelles. On a envoyé 2 personnes par province éducationnelle pour contrôler les cas des nouvelles unités et des non-payés, de manière à ramener à Kinshasa pour qu'au niveau du 2e palier, on puisse penser à tout cela. Donc, les dispositions sont prises. On a mis quand même assez d'argent pour faire fonctionner la gratuité. Nous sommes là pour soutenir et cela ne nous empêche pas le droit de revendiquer là où ça ne va pas. Le cas des inégalités, le cas de nos amis qui avaient beaucoup et maintenant ils ont moins. Nous sommes en train de réclamer que l'on passe directement au 3e palier pour supprimer cela. Pour les classes pléthoriques, nous avons des partenaires. C'est le moment de lancer un appel aux partenaires, Banque mondiale et tout ça, pour qu'ils s'investissent dans la construction des établissements scolaires. Donc, il faut beaucoup d'écoles pour contenir tous les enfants. Et avec ça, je pense que nous aurons à bâtir un Congo plus que parfait et un Congo où tout le monde y trouvera la meilleure vie. Merci beaucoup, M. Guistin. Merci, Marie-Josée. C'est la fin de cet entretien. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis et bonne suite au programme sur nos antennes. Au revoir.